L'invité de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Première question, Bruno Retailleau, est-ce que vous considérez que Quotidien est une émission politique déguisée ? Soyez franc. C'est évidemment une émission qui a une dimension politique, c'est clair. Mais vous voulez dire une émission politique hostile à ce que vous représentez ? Non, peu importe. Une émission politique. Vous posez la question, je pense qu'il y a une dimension politique qui est absolument évidente dans cette émission. Donc c'est une émission anti-Wauquiez. Non. Mais ne tournez pas autour des mots, puisque justement c'est le cas de Wauquiez, il ne tourne pas autour des mots. Non, mais Laurent Wauquiez fournit un sujet exceptionnel depuis des semaines et des semaines à tous ceux qui veulent lyncher du leader de la droite, ça c'est clair. Ouais. Depuis son élection, qui a été une élection plutôt brillante, il a fait l'objet d'une sorte de lynchage. Là, ça continue. Il a donné quelques arguments, mais ça continue quand même. Il a donné quelques arguments, c'est vous qui le dites. On est dans une dictature, les députés de la République En Marche sont plus de 300, ce sont des guignols. Madame Pécresse fait des conneries, Juppé est sympathique, mais il fout l'argent de la communauté urbaine de Bordeaux par la fenêtre, c'est quand même assez invraisemblable. Je vais vous dire, d'abord, moi je ferai pas de commentaires parce que je ferai pas le plaisir aux adversaires de ma famille politique, précisément du jeu de la division ou même de la critique. Simplement, ce que j'observe, c'est que au jeu des petites phrases, on est toujours perdant. C'est clair, je l'ai toujours observé. Ce qui est aussi assez clair, c'est que chaque semaine, on a des petites phrases. Vous lisez un journal qui paraît le mercredi matin, vous avez par dizaines ou peut-être un peu moins, mais ce genre de petites phrases. Mais on est toujours perdant. C'est clair. On est perdant pour une simple raison, c'est que ça nous éloigne de l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les préoccupations des Français. Très concrètes. Je vous écoute, je dis pas religieusement, parce que c'est pas forcément mon cas, mais vous savez très bien, dans l'histoire politique, les phrases de Chirac sur Giscard, violente, de Giscard sur Chirac, violente, de Mitterrand sur Rocard, violente. Et qu'est-ce que ça a changé ? Et qu'est-ce que ça a changé au cours de la vie politique ? Ça a changé. Moi, je recommence de ne pas utiliser les petites phrases. Non, mais tout d'un coup, j'essaye d'inverser la logique. Au fond, tous ceux qui ont été présidents sont des violents. Nicolas Sarkozy a été violent. Quand on lit ce qu'il y avait dans le livre de David et l'homme de François Hollande, c'est quand même pas de la confiture d'abricot. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, c'est ce que je vous participent à cette violence. Donc ça n'est pas la première fois. Les petites phrases, ça n'est pas la première fois, ça ne sera pas non plus la dernière. Oui. Pour autant, moi je recommande de s'écarter de cet exercice. Encore une fois, ça dessert celui qui les prononce, ça dessert en même temps la politique parce que ça nous éloigne. Mais ce qui est fondamental, c'est le débat des idées, c'est tout. Est-ce que c'est un calcul ? Vous avez beaucoup soutenu François Fillon. François Fillon, j'allais dire, vous n'allez pas être content, mais François Fillon, avec les costumes, c'est 20%. Finalement, Laurent Wauquiez, s'il reprend les 20% de François Fillon et qu'il a un comportement personnel, disons, plus compréhensible pour l'opinion, il peut espérer être au deuxième tour assez facilement, en gardant ce langage trash. Mais je suis absolument persuadé que ça n'est pas un calcul, ça n'est pas, comment dirais-je, une séquence qui a été scénarisée de la part de Laurent Wauquiez. Évidemment. Il le sait. Évidemment que non. Ce que je pense simplement, c'est qu'encore une fois, évitons les petites phrases, mais que c'est pas ce qui structure la vie politique française. La preuve, c'est que tous les mercredis matins, vous avez, en veux-tu, en voilà, ce genre d'exercice. Je voudrais qu'on écoute Laurent Wauquiez qui était venu il y a quelques semaines sur Radio Classique. Je lui avais posé cette question qui est à peu près celle de ce matin après le livre de François Hollande, donc rédigé par David et l'homme. Et son propos du moment fut « Gardons le contrôle ». Écoutons-le. S'il a dit ça, c'est sans doute qu'il est assez loin du statut de président. S'il a dit ça, c'est sans doute que François Hollande n'était vraiment pas taillé pour ce costume de président. Quelle est la phrase qui me choque le plus ? C'est quand François Hollande dit « Il y a trop d'immigration en France ». Pourquoi c'est celle qui me choque le plus ? Pas sur le fond, mais sur ce qu'elle révèle. Ce qu'elle révèle, c'est le double discours permanent. Ce qu'elle révèle, c'est l'hypocrisie portée au plus haut niveau du pouvoir. Alors s'il a dit ça, il ne peut plus être président. C'est quand même une question qui est posée à tous les électeurs de droite qui avaient ou envisageaient peut-être de soutenir Laurent Wauquiez. Non. Est-ce qu'il n'est pas décrédibilisé ce matin ? Franchement, ça ne peut pas remettre une séquence de ce type-là, même si ça n'est pas idéal. Vous l'avez entendu là quand même ? Ça ne peut pas remettre en question un parcours. Ce que j'observe moi depuis son élection, parce qu'il a été tellement critiqué. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas du tout envie moi de verser dans la critique. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'essayer. On peut réfléchir le matin. Mais bien sûr, on peut réfléchir. Mais justement, réfléchissons à l'essentiel. Depuis l'élection de décembre, Laurent Wauquiez, je trouve, a fait un bon parcours. Tout le monde a applaudi son émission politique. Il y a eu le Conseil national. Et il y a eu, en même temps, les 2 élections législatives qui ont été gagnées. Voilà. Et on voit bien qu'il y a un creux
pour Emmanuel Macron parce qu'il ne parle pas à tous les Français. Les familles, les retraités, les classes moyennes, la France périphérique, celle où les Français doivent payer l'essence, le gazole, etc. pour se déplacer, pour aller au boulot le matin. Emmanuel Macron ne leur parle pas. C'est ça qui structure le débat politique. Mais d'après vous, ce matin, c'est pas tellement sa nature. Ce matin, est-ce que vous pensez que ce soir, il va s'excuser, amender, ou au contraire foncer, comme une sorte de Berlusconi français? Non, mais la comparaison n'est pas avantageuse. Il s'est excusé. Il a jugé en son âme et conscience qu'il aurait pu peut-être, par ses propos, blesser l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été aussi le président de l'UMP et de LR. Et son mentor pendant un certain temps. Et son mentor. Et il s'est excusé. Voilà. Maintenant, c'est à lui qu'il appartient de savoir. Est-ce qu'il faut qu'il arrête les cours? C'est à lui de voir. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a plus de in, il n'y a plus de off. On vit, je crois que c'est Pierre Manant qui avait théorisé la démocratie comme un régime de séparation. La séparation des pouvoirs. Et il a raison quand il dit qu'il y a une forme d'alignement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La séparation du temporel et du spirituel. La laïcité attaquée. La séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notre époque, l'époque contemporaine, c'est qu'il y a cet effacement. Voilà, il y a une sorte de transparence totale. Il faut donc être prudent. Nous sommes dans le média politique, vous le savez. Bien sûr. Bien sûr, donc il le savait. C'est ce que je décris en faisant référence à un éminent philosophe politique français. Est-ce que vous considérez que ce projet de loi sur l'immigration est bon pour le pays? Il bougera rien. Comme la plupart du temps sur le réforme d'Emmanuel Macron. C'est ce que les Français sentent d'ailleurs. Ce qui caractérise le plus Emmanuel Macron, c'est une sorte de frénésie de réforme. On a parlé la semaine dernière du bac, de l'immigration, on a parlé de l'hôpital, mais sur l'immigration, et je vais vous dire pourquoi ça ne bougera rien. Chacun se dit, rendez compte la fermeté. Ils vont passer la durée de rétention de 45 à 90 jours. Est-ce que vous savez quelle est la durée moyenne de la rétention en France? C'est 11 ou 12 jours. Donc vous pourriez même la passer de 45 à 120 jours, ça ne changerait rien du tout. Ce qui compte, c'est ce que Nicolas Sarkozy d'ailleurs avait fait avec François Fillon, c'est la durée de rétention qui est à la main du préfet. Il l'avait passée à 5 jours. Elle était à 48 heures. Auparavant, François Hollande a détricoté, et là, on revient à 48 heures. C'est ça qui change les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a en permanence une sorte d'esbrouf, des écrans de fumée, mais vous verrez, je prends le pari malheureusement que ce texte ne changera rien. Ce texte ne changera rien, et en même temps on a entendu justement dans une campagne électorale, j'évoquais Berlusconi qui fait un retour politique totalement inattendu, des propos très violents sur l'immigration, puisque Berlusconi a dit au fond il vous attaque chez vous, il pille vos réfrigérateurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'électorat français finalement qui est sur cette ligne, qui est une ligne pas très éloignée du Front National? Et je vous pose cette question parce qu'on a appris aujourd'hui que la nièce de Marine Le Pen allait faire un retour politique alors qu'on croyait qu'elle était en congé politique dans les heures qui viennent à Washington. Est-ce que c'est pas une concurrente? D'abord, j'ai jamais cru qu'elle était en vrai congé politique. Jamais. J'ai toujours pensé qu'à un moment ou à un autre, elle serait de retour. Sur l'immigration, ce que je veux dire, sans se laisser aller au populisme, c'est qu'on a un fait qui est grave. On voit bien qu'il y a une zone de sous-pression démographique, l'Europe, qui va perdre dans ce siècle 100 millions d'habitants, des zones de surpression, par exemple l'Afrique, qui va gagner 2 milliards d'habitants. Donc le choc démographique et migratoire va être intense, et on n'en a que les prémices. Deuxième élément, en France, on voit bien que les seuils sont dépassés. On a franchi le seuil de 100 000 demandeurs d'asile en 2017. Explosion en même temps à 88 000, par exemple, pour les étudiants. L'immigration irrégulière. Et un pays comme la France ne veut pas accepter ça? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Bien sûr qu'il faut moins d'immigration. Mais pour une raison simple. C'est que nous sommes un pays qui connaît le chômage de masse. Nous sommes un pays où il y a 3-4 millions de mal logés. Nous sommes un pays où la machine à intégrer est en panne. Et donc, ce genre de choc déstabilise une société. Et avec les meilleures intentions du monde, comme le fameux rapport de Monsieur Taché, vous produisez de la violence. Mais vous savez, mais pour l'instant en Italie, rien n'a été possible. Pour l'instant en Grèce, rien n'a été possible. Je veux dire que les gens passent, les passeurs, les aident à passer. Vous avez raison. Donc là, on a l'impression que vous êtes en train de décrire un paysage politique, mais qui de toute façon est européen. On ne peut rien faire sans l'Europe dans cette affaire-là. Non, on peut faire. Et taper sur Monsieur Taché. Ce sera d'ailleurs le grand enjeu des élections européennes de 2019. Bien sûr, de 2019. Est-ce que l'Europe
est en capacité de nous protéger? Je pense que oui. Il faut revoir profondément les accords de Schengen. Les pays qui ne peuvent pas surveiller leurs frontières ne peuvent pas rester dans les accords Schengen. Il faut en même temps, là où se situent les filières des passeurs de l'immigration, notamment clandestine, installer des hotspots, etc., parce que c'est absolument fondamental, et subventionner les pays, aider les pays avec, comment dirais-je, une condition. La conditionnalité, c'est écoutez, on va vous aider dans votre développement, mais en contrepartie, il y a des accords de réadmission. C'est fondamental. Et puis, il y a le système français qu'il faut absolument réformer. Il y a une convergence d'ailleurs du droit d'asile, parce que sinon, un certain nombre de passeurs font leur shopping entre les pays les plus avantageux, où les règles sont les moins disantes, et celles où les règles sont beaucoup plus strictes. Est-ce que c'est encore possible que Wauquiez parle à Mme Merkel après ce qu'il a dit sur elle? Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est probablement pas son avis à elle. Madame Merkel, d'abord, elle a des soucis. Il faut que son accord soit ratifié par les militants, les adhérents du SPD. Voilà, c'est tout. Et l'Allemagne, on peut pas s'en réjouir, et dans une position difficile. D'ailleurs, ça devrait nous inspirer en France, puisque le chef de l'État veut introduire la proportionnelle au niveau notamment de l'élection des députés. Et on voit bien que la proportionnelle, on l'a vu en Autriche, on le voit en Allemagne, ça rend difficile, même pour des pays qui ont l'habitude de coalition, la gouvernance de ces pays est compliquée. Est-ce que vous considérez, je reviens au point d'avant, pardon, de ce léger désordre, que cette carrière politique donc de Marion Maréchal Le Pen va... Enfin, est-ce qu'elle est le signe que, de toute façon, ce sera plutôt elle que sa tante lors du prochain rendez-vous électoral? Parce qu'on a entendu des propos de Marine Le Pen qui disant « je suis pas sûr que ce soit moi, peut-être quelqu'un d'autre, etc. etc. » Je pense que la marque de l'une et de l'autre, c'est pas le Front National. La marque, c'est le patronyme, c'est Le Pen. C'est pour ça que ce sera pour elle très difficile. Parce que c'est pas pareil pour Laurent Wauquiez. Les deux. Non, mais... Vous me parlez de Marion Maréchal Le Pen ou de Madame Le Pen. Et d'ailleurs, on assistera, là encore, à nouveau, sur la génération du dessous, après avoir assisté aux querelles familiales entre le père et la fille, on assistera à de nouvelles querelles familiales qui vont écœurer les Français. Donc je pense que c'est une impasse totale. Voilà, je pense que c'est une impasse. Mais dans le calcul de Laurent Wauquiez, il y a quand même l'idée de siphonner les voix du Front National à partir d'une Marine Le Pen qui est assez décrédibilisée après le deuxième tour de la présidentielle. Si c'est si Agnès, c'est pas pareil. Mais pourquoi est-ce qu'on va trier, on va pas demander les certificats de baptême aux électeurs qui vont voter pour LR? Moi, ce que je vois bien que depuis des années, parce que la droite s'était gauchisée, la gauche s'était un petit peu droitisée, mais les choses ont été claires. Le clivage était totalement brouillé. Et nos électeurs ont fui. Et souvent pour aller au Front National. Eh bien, si on peut les récupérer, oui, récupérons-les, bien sûr. Bien sûr, donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Il y a les abstentionnistes. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil pour vous. Mais je pense que ça offrira le triste spectacle d'une famille qui se déchire. Voilà. Et les Français n'aiment pas ça parce qu'ils pensent que quand on se déchire d'un point de vue politique ou familial, c'est parce qu'on pense plus à soi qu'à eux. C'est tout. Bruno Retailleau était l'invité politique de la matinale. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec Michel Grossior. Et à partir de 9h, les historiens, nous allons parler de Voltaire, de Chateaubriand, de la prohibition. Des sujets variés, donc, puisque nous avons adopté pour ce rendez-vous du mardi le discriminant de l'éphéméride. Nous sommes un 20 février. Nous verrons tout ce qui s'est passé donc dans l'histoire qui fut saillant un 20 février. Donc bonne journée à vous et Michel Grossior arrive.